On finit une arrestation, il y a quelque chose qui a un peu mal tourné, et quand on veut sortir, on a été bloqué pour chercher un autre terroriste, et d'un coup, tout le village s'est levé. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit sortir absolument, prendre une position, pour essayer de laisser aux autres soldats de se dégager. Et il y en a un qui sort, c'est un de mes voisins, il a 4 enfants. Et il vient, il dit, je vais y aller, il faut quelqu'un qui vienne pour nous ouvrir le chemin. Et à ce moment-là, j'ai un soldat à moi avec un tatouage sur tout le bras, qui habite Tel Aviv, vraiment l'antinoum peut-être de la personne. Il l'attrape par la veste, il lui dit, non, toi t'as des enfants, c'est moi qui va. J'ai entendu qu'il y a eu plusieurs histoires comme ça un peu partout, mais c'est ce sentiment qu'on a reçu, qu'on a ressenti. Bonjour David. Shalom Gabriel. Où tu es le 7 octobre et comment tu as été rappelé en réserve? Ça fait la 8e fois que je suis appelé d'urgence. Mon unité est automatiquement appelée d'urgence parmi les premières unités. Mais là, c'est spécial. On est au Beth Knesset. Ça nous a rappelé les films sur la guerre de Kippour. Il y a un enfant de quelqu'un qui prie, qui rentre, qui est alarmé, qui dit « Papa, regarde mon téléphone, c'est la guerre. Il y a des morts de partout. Il y a des morts dans les rues. Il y a des terroristes qui sont rentrés. » Et nous, on a commencé, on était en train de faire les hakafot, on tournait, on dansait, c'était complètement... Alors je sors, je lui demande quand même, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je me suis dit dans ma tête, il y a eu un gros attentat. Il y a 10-50 terroristes qui sont rentrés, qui a fait un carnage. Et à ce moment-là, on a dit, bon, si c'est ça, notre victoire, c'est de continuer la vie, c'est de... Voilà, on veut pas leur donner cette victoire de nous gâcher la fête, c'était l'idée générale. Je rentre à la maison comme ça, en disant à la femme, t'as entendu quelque chose? Et puis je commence à voir des gens se balader dans la ville. À ce moment-là, la femme me dit, prends ton portable. Je prends mon portable. Je lui dis, je vais peut-être regarder à l'intérieur. Je regarde mon unité. Venez tout de suite. Donc, à 9h30, on a été appelés. 11h, on était déjà avec notre équipement, déjà prêt. Donc, c'était un petit peu bizarre, cette chose-là. Mais la chose qui est incroyable, c'est que en quelques minutes, j'habite dans un endroit où les gens font Shabbat. Quand j'ai commencé à sortir, on voit des dizaines de voitures sortir de partout. On voit les femmes, comme ma femme, qui amènent les sacs, les machins, le matériel, etc. D'un coup, on a senti qu'il se passait quelque chose de manifestement plus grand que les autres fois. On ne savait pas exactement c'était quoi encore. On a su hélas un peu plus tard. Moi, j'ai servi en Judée-Samarie. Alors, on a l'habitude de servir en Judée-Samarie. Peut-être le 2e ou 3e jour. On rentre dans un village à côté de Ramallah. Je place mes soldats une partie sur le toit et une partie, je les descends dans un étage en bas. Je place un peu mes soldats dans l'étage en bas. Je dis, vous restez là, vous remplacerez les soldats d'en haut. Et j'ai un soldat à moi qui est un nouvel immigrant. Il me dit, mes parents, ils sont un peu stressés. Est-ce qu'on peut leur faire un petit FaceTime 1 minute? Rassure-les, dis-leur qu'on n'est pas à Gaza. Je dis, vas-y, on fait un petit FaceTime. Je leur dis, shalom, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. On est ici, c'est tranquille, on n'est pas à Gaza, etc. Je finis, je remonte, prendre position avec mes soldats sur le toit. Et là, une salve de tir de 3-4 côtés. On réplique. L'escarmouche se finit. Et là, en 1 seconde, d'un coup, comme on dit en hébreu, la Simone est tombée, quelque chose a bougé, j'ai dit, oh, je crois que cette fois-ci, ça va être autre chose. Et là, on va dire comme ça, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. 1 mois et demi intensif avec 5-6 arrestations de terroristes du Hamas. Comme nous a dit les officiers, voilà, avant ces arrestations, on faisait les unités d'élite, Douvdevan, le Yamam, etc. Et là, d'un coup, on nous rentre, et puis chaque arrestation est très violente. Enfin, vraiment, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, alors qu'on a déjà fait. Mais la chose qui est absolument incroyable, c'est que, voilà, tout le monde en a parlé. Ce premier jour du 7 octobre, tout le monde vient. 99%. Et là, c'est complètement dingue parce que voilà, moi j'ai un soldat à moi, la veille il s'est fiancé. Le vendredi il s'est fiancé, le lendemain il est là. Il y en a un qui est en lune de miel, au bout d'1 semaine, 10 jours, il arrive à trouver comment il est en Amérique du Sud, comment arriver, monter dans un avion. Il vient, les gens lui disent, mais reste tranquille, reste avec ta femme en Amérique du Sud. Les gens font des pieds et des mains pour revenir. J'ai 2 soldats qui se sont mariés pendant les minuit. Personne n'a dit, je vais rester. Des gens qui n'étaient pas 5-6 ans, on les a pas vus, ils sont là. C'est-à-dire, ça, c'était quand même quelque chose d'assez invraisemblable. Et là, vraiment, on a senti ce moment-là, quoi. Quels sont pour toi les moments forts que vous avez vécus pendant cette période? Moi, dans mon unité, j'ai le porte-parole de l'association la plus à gauche d'Israël. Et dans mon unité, il y a aussi quelqu'un qui est devenu célèbre, puisque c'était le responsable de la sécurité, le Kabbat de la fête à Nova. On peut dire ce nom, le Kana Federman, puisqu'il est connu aujourd'hui. Son père, c'est un des leaders de l'association la plus à droite d'Israël. Et le fait que les deux peuvent être dans la même unité, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Et au bout de 1 mois et demi, comme ça, quand les choses sont rentrées, il y a d'un coup 2 camions qui arrivent. Un camion de Haredim, d'ultra-orthodoxes, et un camion de Achim Leneshek.
ces fameuses personnes qui ont manifesté contre le judaïsme, qui sont partis à Bnei-Brak, faire des manifestations, etc. Et les deux camions arrivent ensemble, et les deux sortent en même temps, je me suis dit, on a gagné. Et les deux se serrent la main comme ça, en disant, oui, on a quelque chose de plus fort. La première fois que je suis sorti aussi, ça faisait, je sais pas, 1 mois et demi qu'on était à l'armée. Je sors et avant de sortir, ma femme me donne un paquet, tu donneras à tes soldats. Et elle écrit sur le paquet en hébreu, ne revenez qu'après la victoire. À la maison, il y a ma fille qui a son mari qui a combattu depuis le premier jour dans une unité d'élite, qui a perdu tous ses mefagdim. Il y a ma fille, au 8e mois, qui est son mari dans une autre unité d'élite aussi à Gaza, et mon fils dans une unité d'élite aussi, qui a laissé 3 enfants. Et on a à la maison un hamal, une ambiance militaire où on a les hommes au front, et ça, je pense que c'est un point qu'il faut rappeler. On n'aurait rien pu faire si on n'aurait pas eu ces femmes qui étaient vraiment des lionnes à la maison, qui ont donné cette force. Parce que personne ne peut se battre si c'est pas qu'à la maison, il y a quelqu'un qui l'envoie, qui le soutient avec la difficulté qui n'est pas logique. Encore une fois, c'est pas logique de laisser son mari aller se battre. C'est pas logique. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Tout le monde me pose la question, mais il n'y a pas des gens qui doivent être dispensés? C'est beaucoup de gens, dont beaucoup de gens religieux. Les gens nous disent, mais il y a écrit Naki, Shana et Beto, quand on se marie, on est 1 an. La seule erreur que les gens font, c'est que c'est dans une guerre qui n'est pas obligatoire, dans ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, une guerre obligatoire. Hein. On n'a pas le choix. Il y a la fameuse histoire de Zev Karov qui est parti le soir de son mariage se battre. Ses parents étaient partis voir le Rav Kanievski, Zatzal, et le Rav Kanievski leur a dit, non, Milchemet Mitzvah, il aurait dû partir, c'est normal. Et on a senti tous qu'on était obligé de partir parce qu'on est on n'a pas le choix. Parce qu'il y a une réalité, mais surtout parce qu'encore une fois, on se sent de nouveau appartenir à un même corps. Je cite dans mon livre une phrase qui est tout le temps mal dite. On dit tous « Kol Israël arivim ze lazé ». Mais dans le Talmud, c'est écrit 2 fois « Kol Israël arivim ze basé ». Pour les non-hébraïsants, la différence, c'est que « Kol Israël arivim ze lazé », on est solidaire. Je t'aide, tu m'aides. Aujourd'hui, je peux t'aider, demain, je peux décider de plus t'aider, pas parce que je t'aime pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres intérêts. C'est un club. Kol Israël arivim ze basé, on est imbriqués les uns les autres comme dans une famille. Et quand on sent qu'on fait partie d'un même corps, eh ben on est prêt à tout faire pour l'autre. C'est-à-dire que le membre, il ne veut pas dépérir pour le corps, mais des fois, hélas, on doit sacrifier un membre pour le reste du corps. Et comme je donne tout le temps cet exemple, si une mère, elle voit loin et nous son enfant se retrouver sur une place avec plein de voitures, la première des choses qu'elle va faire, c'est courir chercher son enfant. Pas parce qu'elle veut mourir, pas parce qu'elle n'a pas peur du danger, parce qu'il y a quelque chose de plus grand elle, c'est son enfant dans ce cas-là. Et chaque soldat qui met des habits militaires, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, moi, en tant qu'individu, il y a quelque chose de plus grand que moi, mon peuple, et je suis prêt à tout donner justement pour que ce peuple vive, pas parce que je veux mourir, pas parce que je pense qu'il faut la gloire du combat, on n'est pas belliqueux, mais parce qu'on n'a pas le choix et on est tous dépendants les uns les autres en faisant partie d'un même corps. Tu as écrit un livre récemment, est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors ça c'est intéressant, le livre s'appelle Am Segula, le peuple qui est capable, et c'est intéressant que quand je l'ai écrit, c'était au summum quand il est sorti de la révolution en Israël, et il y avait 2 choses qui étaient très très fortes dans ces manifestations, c'est tu n'es pas mon frère, les gens se disaient tu n'es pas mon frère, ça revenait souvent, même ça m'est arrivé aussi moi, qu'en promenant à Tel Aviv, quelqu'un m'a dit tu n'es pas mon frère, alors que je n'ai même pas parlé, mais bon, il a décidé de dire t'es pas mon frère, et l'autre chose c'est on va pas à l'armée, t'as qu'à y aller toi, moi je vais pas à l'armée. Et dans le livre, il y avait 2 choses qui étaient importantes. J'explique c'est quoi la notion de peuple, j'explique c'est quoi notre entité, et la chose centrale, c'est d'expliquer justement que notre relation qu'on a les uns les autres, c'est pas une relation qu'on s'est mis ensemble dans un club, mais c'est une relation qu'on est imbriqué en tant que famille. Ça, c'était le premier point. Et on est frères et sœurs parce qu'on veut ou pas, qu'on s'aime pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je parlais que justement l'exemple qui exprime ça, c'est que quelqu'un qui est prêt à mourir pour son ami à l'armée ou son voisin ou quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est quand même l'expression qu'il y a quelque chose qui me relie de plus fort qu'un club. Et bon, les gens me disaient, mais David, c'est gentil ce que tu as écrit, mais tu vois pas la réalité dehors, tu crées pas les informations. Et après, certaines personnes m'ont dit, t'avais raison. Je dis, non, c'est pas moi qui avais raison. C'est nos sages qui avaient raison, et la réalité, elle avait raison. Ce peuple, il est il fait partie d'une grande famille, même si on n'est pas tous d'accord, même si on n'est pas tous les mêmes, même si on se dispute. Et une expression, on aimerait que ça soit dans d'autres domaines, mais une expression extraordinaire, c'est que les gens sont prêts à donner ce qu'ils ont de plus cher pour eux, leur vie, pour quelqu'un que manifestement, il fait partie d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, avec tout le prix en fait que tu es en train de payer, les mois de service, le fait que tes gendres sont aussi, tes fils sont aussi à l'armée, est-ce que ça vaut le coup tout ça?
C'est la question qu'on pose tout le temps. S'il y a une chose que je suis très déçu depuis les années que j'ai quitté la France, c'est qu'il y a un mot qui est devenu un gros mot, c'est le mot effort. On a l'impression qu'effort, ça veut dire galère. Nous, nos sages nous disent qu'à chaque fois qu'on passe une étape dans notre vie, on doit faire un effort. Par exemple, on décide de se marier, c'est plus facile d'être célibataire que marié. Pourtant, on se marie parce qu'on veut passer à une autre étape. C'est plus facile d'être marié sans enfant que marié avec enfant. Pourquoi on a un enfant? Parce qu'on veut passer une étape. C'est plus facile d'être le simple employé d'une compagnie que d'en être le PDG. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe une étape, il y a un effort. On pourrait comparer ça à une image. Quand on est spectateur, on regarde un spectacle, on est content, on apprécie, et on a profité du spectacle. Quand on monte sur la scène, on doit galérer avant, on doit répéter, on doit avoir le trac. Le jour où on bouge, tout celui qui connaît ça, on bouge le rideau, on voit les gens, on dit j'y vais pas, on a une boule au ventre. Mais quand le spectacle se finit, les gens applaudissent, on se dit waouh, je suis content d'être monté sur la scène de l'histoire. Ça fait 2000 ans que c'est l'histoire qui nous dirige, qui nous dit va là, va là, va là, va là, va là, va là, va là. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas eu de guerre, on n'a eu que des pogroms. Au bout de 2000 ans, aujourd'hui, on a la chance de lever la tête et de pouvoir se battre. Est-ce qu'on est content de se battre? Non. Notre prière ultimative qu'on dit plusieurs fois par jour, Oseh Shalom Ibroubav. Nous, on est des gens qui avons apporté la paix. Le message de paix qui est sur le bâtiment de l'ONU, c'est un message d'Isaïe. C'est un message que nous, on a apporté au monde, la paix, avant tout le monde. Mais on préfère être là. Et je pense qu'il y a un mot à dire par rapport aux Juifs qui sont en dehors d'Israël. Je pense que les centaines de messages qu'on a reçus, chacun, ça nous a réchauffé le cœur. Et ça nous a fait justement ressentir qu'on faisait partie d'un même corps. Même si une personne se trouve au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France, au Maroc, je pense à tous les gens de 4 coins du monde qui m'envoient des messages. On est avec vous. Même si nous, on n'est pas l'armée, même si nous, il y en a qui prient, il y en a qui envoient des mots, il y en a qui ont organisé des colis, il y en a qui sont venus en volontariat. Mais même si les gens ils disent on est avec vous, c'est extraordinaire. Et je pense que, comme quelqu'un a dit, ce sentiment d'appartenance, c'est intéressant. Il a remis en question toute la notion, on va dire, de pourquoi on a créé un pays. Parce que si on vient en Israël pour se sauver de l'antisémitisme, bon, ça fait des années que je le dis, mais je crois que c'est pas le pays le plus sûr au monde, quoi. Si on a, alors, les attentats en France, l'antisémitisme, je crois que c'est un peu plus dangereux en Israël. Si on vient pour d'autres raisons, pour participer, pour se sentir actif au maximum à ce destin collectif, et c'est ce qui se passe, on le voit ces derniers mois avec cet engouement à venir en Israël. Quand les gens, ils ont pas la télé, ils n'ont pas l'information, ils savent pas ce qui se passe. Ils viennent pas pour se sauver de l'antisémitisme en France. Parce qu'on peut très bien vivre en France. Il y a des actes antisémites, ok, ça sera toujours moins dangereux qu'en Israël. Mais ils viennent parce qu'ils veulent participer, ou même certaines personnes qui ne font pas leur alia, ils décident de venir, d'être solidaires. On voit les dizaines de délégations de volontaires qui viennent, mais ça nous réchauffe le cœur. C'est des gens qui ont tout arrêté, qui viennent et qui disent on est avec vous, on veut vous aider. Et ça, c'est quand même un point assez extraordinaire qu'on a découvert à cette guerre-là. Il y a souvent des personnes qui se posent la question, mais comment on peut parler comme ça d'un retour du peuple d'Israël sur sa terre, d'une renaissance, mais vous voyez pas tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Israël. Et je sais que tu as une histoire, une blague que tu aimes bien raconter en général aux jeunes sur ce sujet. Ah ouais, on est obligé de la faire celle-là. Effectivement, il y a toujours l'histoire de monsieur et madame Cohen qui sont sur un bateau à la pêche à Deauville comme ça, et puis le petit Cohen, il est en train de pêcher, et puis d'un coup il tombe dans l'eau. La mère, elle prie au ciel, elle dit mon Dieu, faites un miracle. Dieu fait un miracle, le gosse sort de l'eau. Le père enlace le gosse, dit merci mon Dieu, quel miracle. Et la mère juive, elle dit dis-moi le petit, quand il est tombé, il n'avait pas une casquette. Et ça résume 75 ans de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, regardez où on était il y a 75 ans. On n'est pas de pays, pas d'armée, pas d'école. Regardez où on était. Moi, ça fait 36 ans, on ne peut pas reconnaître Tel Aviv, on ne peut pas reconnaître Jérusalem. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de problèmes. C'est pas qu'on vit dans un monde idéal. Mais quel bonheur de participer à ça. Regardez ce qu'on a fait. On a encore beaucoup à faire, Mais on est quand même très content de se retrouver là-dessus. Et comme j'ai toujours dit, j'avais dit dans mon livre, Am Ségoula, on est capable de quelque chose. Et jusqu'au 6 octobre, Jean me disait, on est capable, mais pour l'instant, je vois peut-être le potentiel, mais je vois pas la réalité. Le peuple d'Israël, c'est pas celui du 6 octobre. Et c'est pas non plus celui du 7 octobre. Ce qui nous caractérise, c'est pas la Shoah, c'est pas les massacres, c'est pas les morts, même si on en a eu beaucoup. Le peuple d'Israël, c'est ce qui a ressorti de nouveau le 8 octobre. C'est ce sentiment d'appartenir à un même corps, c'est ce retour à cette notion d'appartenance juive, je dirais. C'est pas un mouvement de tchouva que d'un coup tout le monde décide de faire Shabbat. Même s'il y en a eu.
J'ai un soldat à moi qui m'a demandé des films. Je lui dis, c'est quand la fois que tu as mis des films? Il dit, ma bar mitzvah, j'ai 27 ans. Bon, au Hachem, il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés, c'est vrai. Mais d'un coup, le nombre d'Israéliens connus qui ont dit, jusqu'à présent, je me décrivais comme Israélien, et maintenant, je me décris comme juif de nouveau. Et je pense que tout le monde a vu, celui qui ne l'a pas vu, on n'a pas le droit de voir, c'est interdit de voir des films de massacres, etc., du 7 octobre. Mais il y a un film qu'on est obligé de voir, c'est les quelques minutes où ils sortent de la bande de Gaza et ils rentrent vers les kibbutzim et ils parlent. Et qu'est-ce qu'ils disent? On vient tuer des juifs, on vient libérer Jérusalem. Et d'un coup, les gens se sont dit, mais le combat, c'est pas un combat technique, un combat de territoire, un combat politique, un combat... C'est un combat d'essence. D'un coup, les gens nous ont dit, on a touché les gens parce qu'ils étaient juifs. Et je pense que, comme j'ai dit, on n'est pas revenu dans ce sentiment qu'on vient dans un état refuge, mais dans un état avec un but. Et je pense que ce qui est extraordinaire, ce qui est ressorti de ce malheur-là, c'est que ce qu'on est Mesougal, cette force-là, elle existe. Elle est ressortie avec une force incroyable. Et c'est intéressant parce que tous les soldats qui sortent comme moi au bout de 4 mois d'armée, on sort dehors, on dit mais ils ont pas compris. Nous, on n'a pas parlé de la réforme. Mais de quoi vous parlez? Quoi, vous êtes venus tous d'accord? Non. Comme dans une famille, on peut ne pas être d'accord. On connaît tous les discussions autour de la table de Shabbat, mais on peut ne pas être d'accord au sein de la famille. Mais on va plus redire t'es pas mon frère, je vais pas me battre pour toi, je vais qu'elle me battre pour toi. C'est fini ça. C'est fini. Alors c'est vrai qu'il y a encore des journalistes qui, comme m'a dit un journaliste, il m'a dit écoutez, moi en tant que journaliste, les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse personne. Donc je peux ne parler que des trains qui arrivent en retard. Ok, il faut bien vendre. Hein. Tu as guidé des dizaines de groupes de jeunes de tout horizon, des groupes taglites, etc. Et comment tu arrives à faire passer l'idée que le judaïsme, c'est pas juste une préoccupation individuelle dans son rapport à Dieu, dans son rapport à sa tradition, mais qu'il y a quelque chose qui est au-delà, quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Je crois que c'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour expliquer cette idée. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que j'ai eu la chance d'étudier avec le Rav Zuckerman Zatzal. Et il me dit, c'est très simple, quelqu'un qui est loin, on vient lui dire, tu sais, le judaïsme, il y a des mitzvot, faut faire ça, faut faire ça. Je suis pas religieux. Hop, j'ai perdu. Tu sais, Israël, c'est un pays, le pays des Juifs, le sionisme, etc. Je suis pas sioniste. Boum. Comment on a un point d'attache? Par contre, on lui dit, t'es juif? Ouais. Bah ouais, c'est bon, t'es avec nous. Mais moi, je suis pas, j'aime pas. Ok, d'accord, t'es avec nous. Après, comment t'exprimes cette appartenance au peuple juif, c'est autre chose. Tu l'exprimes avec ton judaïsme, avec le sionisme, avec ça. Et je pense que la première des choses, c'est de comprendre qu'on appartient tous à ça, quoi qu'il arrive. Je prends des groupes taglites où il y a des gens qui ont découvert qu'ils étaient juifs il y a 3, 4, 5 ans. Vraiment, ni bar mitzvah, ni brit mila, vraiment des gens qui sont très loin, ce que j'appelle le tir communautaire qu'on ne voit pas dans les radars. Et la phrase qui revient, et ça c'est extraordinaire, depuis que je sais que j'appartiens à ce peuple aujourd'hui, jamais j'aurais pensé vibrer pour un pays que, voilà, moi j'ai grandi en France, j'ai une culture française, je suis là, et c'est mon peuple, c'est le destin de mon peuple. Et encore une fois, on le sait, quand Dieu crée le peuple d'Israël, c'est pas pour que la personne soit seule en face de Dieu. Mamlechet Kohanim Vegoy Gadosh, qu'on a dit dans la paracha, en fait, on crée une nation éducatrice pour apporter au monde. Comment on apporte au monde? On ne peut pas apporter au monde en tant qu'un juif là, un juif là, un juif là, un juif là. On peut essayer d'apporter quelques idées. Alors, à New York, les gens savent quelques mots en yiddish. Ok. À Paris, on sait quelques mots en yiddish. Ok. Mais qu'est-ce qu'on apporte à l'humanité en tant que nation qui vivons comme nation? C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, il y a l'histoire connue de Louis XVI qui a rencontré le Chida, et le Chida lui a donné quelques conseils, et quand il a voulu donner des conseils sur la politique et l'armée, il a dit, mon ami, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de politique, vous n'avez pas d'économie, ça tu peux me donner des conseils. Tout à fait. On ne peut pas aujourd'hui donner des conseils comment vivre une armée. Et l'exemple est extraordinaire. Je guide beaucoup de grandes écoles, HEC, ESSEC, etc. Ils viennent juifs, non juifs. Et ces gens-là aussi m'ont envoyé des messages. Et ils m'ont dit, il y a un truc extraordinaire chez vous. Ils m'ont dit, vous êtes une nation où les soldats ne se comportent pas comme les soldats du monde entier. Nous, on explique à l'humanité entière que nous, les soldats, ils ne pillent pas, ils ne violent pas. C'est une réalité chez nous. Donc on montre qu'on peut être une armée morale. On montre comment une économie, aujourd'hui on s'occupe des gens à droite à gauche. On montre comment une vie sociale peut être vive. Quand on amène des juifs d'Éthiopie de 90 ans, c'est un poids économique pour le pays, mais c'est nos frères. Donc on montre à l'humanité comment une nation se comporte. On ne peut pas influencer les nations du monde si on n'est pas soi-même une nation. Et c'est pour ça que le Rambam le plus difficile pour beaucoup de personnes dans les lois de la Tchouva, quand elle nous dit « Kol haporesh midarkei tzibur », celui qui se sépare de la collectivité,
même s'il fait toutes les mitzvot, même s'il fait aucune faute, mais il n'est pas joyeux dans les joies du peuple, il n'est pas triste dans les tristesses du peuple. Il n'a pas de part au monde futur. Tout le monde dit, mais il n'a rien fait de mal. Mais c'est quoi, il n'a rien fait de mal? Il a travaillé en face de Dieu. Il s'est levé le matin, il a dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre comme point pour gagner mon lama-ba? Mais c'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour qu'on vive. D'ailleurs, c'est intéressant que quand on est au Har Sinaï au bout d'un an, il y a une phrase extraordinaire dans Dvarim. Rav lachem la shevet ba'arazé. Qu'est-ce que vous faites là? Mais on est bien, on est au collège, on a reçu la Torah, la Shrina, on est impeccable. Mais non, vous n'avez pas compris là. Maintenant, il faut rentrer dans le pays. Et d'ailleurs, c'est la faute des explorateurs. Les explorateurs, on dit qu'ils ont rencontré 3 Meraglim, Ahman, Shashai et Talmaï. Et dans la Gemara, dans Sota, et les commentateurs nous expliquent qu'il y en a un qui était responsable de l'économie, un qui était responsable de la guerre et un de la politique. Ok? Et ils ont dit, en fait, c'est ça qu'ils ont eu peur. On est dans le désert, on reçoit la manne, on ne s'occupe pas d'économie, de politique, d'armée. Et d'un coup, il faut rentrer dans un pays. Boum, la manne s'arrête, il faut commencer à planter, il faut commencer à se battre. C'est compliqué, mais c'est pour ça que Dieu nous a créés. Tu as parlé de la notion de modèle, du fait que le peuple d'Israël, l'État d'Israël peut être un modèle pour les autres nations. Tu as l'impression qu'on y est déjà? Ah non, on a du travail. Les gens qui pensent qu'on est arrivé maintenant, d'abord, on se contente jamais de la réalité telle qu'elle est. Mais on a beaucoup de travail, mais on regarde aujourd'hui où on est. Un des exemples que je donne tout le temps, comment Israël est un modèle pour le monde entier, c'est comment on s'occupe des personnes âgées. Moi, j'ai vu comment on s'occupe de mes parents Zichronam Levracha en France, et ici. Mais ici, on a un modèle pour le monde entier. Comment on s'occupe dans les hôpitaux, comment on s'occupe pour les encadrer à la maison. Mais on a un modèle, les gens du monde entier viennent nous voir. Je viens de voir comment vous occupez. L'agriculture. J'étais avec une grande école à Netafim, donc l'entreprise de Goutte à Goutte, qui nous raconte qu'il y a 650 millions de gens au monde qui mangent grâce à Israël. Et il me dit, dans beaucoup de pays, on n'a pas de relations diplomatiques. Alors dans notre groupe, il y avait un musulman avec nous, il pose la question, il dit, vous travaillez avec tous les pays? Alors il me regarde et il me dit, bon, voilà ce que je peux dire. On travaille tous les pays sauf l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et la Syrie. Ça vous va? On est quelque chose dans le monde qu'on apporte certaines choses. Et ça, on peut l'apporter en tant que nation. Et ça vient de nos caractéristiques. Et ça, c'est, je pense, une des choses que les gens aujourd'hui sont fiers. Est-ce que tout est parfait en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, regardons, on était à 5 ans, regardez, il y a 10 ans. Alors je vais dire quelque chose qui va faire beaucoup sourire les gens de ma génération. Quand on est arrivé en Israël, les gens de ma génération, l'Israélien ne savait pas c'était quoi du café, il ne savait pas c'était quoi du vin, il ne savait pas c'est quoi de la viande. Aujourd'hui, les Israéliens sont des champions du café, sont des champions de la viande, sont des champions de toutes les lettres. C'est-à-dire qu'on avance. Alors là, on a donné des exemples extérieurs. Mais le pays, il avance, il n'est pas comme il était avant. C'est-à-dire, on ne peut pas regarder le pays en se disant « Quoi, mais vous avez vu ce que vous avez à faire ?» Oui, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, on voit déjà que le modèle, il avance quand même sur une direction qui est quand même beaucoup plus intéressante. La France, c'est très bien, on peut très bien y vivre, mais ils viennent ici parce qu'ils veulent se retrouver. Et quand les gens, justement, retrouvent leurs sources et ils comprennent de nouveau qu'ils vivent une aventure extraordinaire de participer à ce peuple qui retourne sur sa terre en tant que nation, ben c'est ça qui nous donne la force. C'est pas parce qu'on déteste la France. La France, elle est très bien. Mais pour nous, on passe une autre époque. Et comme on a dit, être spectateur, c'est agréable, mais monter sur la scène et jouer sur la scène, avec le prix que ça a, c'est un sentiment qui est unique. De la manière que c'est sympa d'être marié sans enfant parce qu'on n'a pas de contraintes, mais le jour où on tient son enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Et ça, je pense, le conseil. On doit se préparer, on doit comprendre pourquoi on le fait. Personne ne doit se sauver de la France. Et j'ose dire que j'ai dit à certaines personnes qui voulaient partir tout de suite après un groupe, dans 3 mois je pars. Réfléchis, regarde à ce que tu vas faire. C'est pas une fuite. Si tu pars 6 mois après, il va rien se passer. L'important, c'est que tout ce que tu fais, tu le prépares, tu le fasses, mais n'oublie jamais où tu es. On a une chance aujourd'hui de réaliser notre rêve de façon assez simple. On prend un billet d'avion, on s'installe, etc. S'il y a quelques dizaines d'années, les gens venaient, ils s'installaient dans des tentes, ils n'avaient pas de quoi manger, etc. Et ils avaient cette motivation, alors qu'est-ce qu'on voit en fait? Quelqu'un qui comprend pourquoi il est là, pourquoi il veut venir là, les choses seront plus faciles pour lui. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est là, chaque petite difficulté va lui paraître un monde. C'est pour ça qu'on doit se préparer. J'invite toujours les gens à écouter des choses. Aujourd'hui, on a des cours, on a des chaînes intéressantes. Chauffard, c'est bien, non? Voilà. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui circulent. C'est vrai, je dis aux gens, avancez, apprenez, lisez des livres. Comprenez la chance que vous avez. Et en fait, ça va vous donner beaucoup de force quand vous arrivez en Israël. Et beaucoup de gens me le disent, pour affronter une réalité qui, effectivement, il faut
Comme chaque chose dans la vie, il faut faire des efforts. Et comme on a dit, un effort, le mot effort n'est pas un gros mot. Le mot effort ne veut pas dire galère. Ok, le effort, ça veut dire qu'on doit sortir un peu de soi-même pour passer une autre étape. L'hymne national, il s'appelle Hatikva. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens ne savent pas que Odlo Avda Tikvatenu, ça vient pas de Naftali Zvi Ginber, mais ça vient du prophète Yecheskel. Quand vous direz Atem Tagillu Avda Tikvatenu, quand vous direz on n'a plus d'espoir, moi je m'occuperai de vous. Et quand aujourd'hui on renaît de nos cendres, on est bientôt 7 millions en Israël, je pense qu'on a une chance incroyable de vivre cette époque-là. Moi, ça fait 36 ans que je suis là, et il n'y a pas un mois qui passe sans que je dise à ma femme, mais quelle chance on a de vivre cette époque. Elle a un prix, c'est pas facile. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de milouim dans ma vie, mais sortir 4 mois de la maison, c'est complètement invraisemblable. C'est complètement fou. Ça n'a pas de sens. Tout le monde raconte la même chose. On sort de milouim pendant une semaine, on ne sait pas ce qui se passe, on a oublié, on doit aller chez le docteur, on ne sait pas ce qui se passe, on a un trou dans notre vie. Bon, il y a un prix à ça. Mais quand on se lève le matin, de nouveau on a mis les habits militaires, on a dit mais mon grand-père, il aurait rêvé de mettre ces habits-là. Il aurait rêvé de se battre. Pas parce qu'on est belliqueux, mais parce qu'à son époque, c'était pas des batailles qu'on donnait, c'était des pogroms. On a cette chance-là, elle a un prix, mais on a un espoir, on prie pour la paix, on prie pour les otages, on prie pour le retour de tous nos soldats. On sait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a un prix, mais on est tellement content d'être des acteurs actifs de ce destin collectif du peuple d'Israël. Et ça nous donne toute la force du monde.